historien David Londi. J'ai envie de dire un revenant sur Congo Liberty, ça fait plus d'une année, peut-être 2 ans, que nous ne nous sommes pas entretenus sur Congo Liberty. Est-ce que vous fouillez Congo Liberty? Non, c'est tout simplement les occasions qui ne sont pas présentées. C'est pas fuir, on est arrivé à un moment où on devait aborder d'autres problématiques, d'autres situations, d'autres combats, d'autres luttes. C'est pour cela que j'ai pas été présent, mais je suis toujours sur le site. Ceux qui me lisent ont lu quelques-uns de mes posts. Donc non, c'est pas fuir Congo Liberty, au contraire. Quelques-uns de vos posts, j'ai envie de dire que vous diffusez sur Congo Liberty, excusez-moi de vous le dire en face, et pas pour vous flatter, les textes les plus aboutis en termes de recherche. On peut vous critiquer, mais je suis fier aujourd'hui de recevoir un Congolais qui réfléchit beaucoup et qui diffuse sur le site Congo Liberty, que vous rehaussez d'ailleurs à partir de vos publications sur le fédéralisme, et on va en parler dans un deuxième temps de cette interview. Alors, l'actualité congolaise pour laquelle j'aimerais qu'on discute un tout petit peu, c'est la visite de M. Denis Sassou Nguesso à Paris. Du 3 au 7 septembre, M. Denis Sassou Nguesso a séjourné à Paris. Certains disent qu'il n'aurait pas dû, d'autres disent que ça s'est correctement passé. Quel est votre avis à ce sujet? En fait, ce qui est surprenant, c'est de voir les gens qui s'étonnent de l'arrivée de Sassou Nguesso à Paris, ou venu rencontrer le président Macron. Ils oublient tout simplement que la France, quand elle s'est lancée dans l'aventure coloniale, ce n'était pas pour les beaux yeux des Africains, c'était pour rattraper son image qui était battue en brèche par sa défaite contre l'Allemagne en 1870. Donc suite à cela, la France est lancée dans la colonisation pour, reconquérir son rang économique, son rang diplomatique. Donc, sous l'influence et surtout sous le fait que Bismarck traitait la France comme le dernier des pays en Europe, l'aventure coloniale a commencé. Et cela s'inscrit dans cette logique-là qui part du XIXe siècle jusqu'à maintenant, s'inscrit dans une logique simple, très simple. La France est troisième puissance diplomatique grâce à la surface qui lui est donnée par ses anciennes colonies, la surface diplomatique. La France est cinquième ou sixième puissance mondiale sur le plan économique grâce à ses anciennes colonies. Donc, tous ces points-là font que tous les dirigeants, donc, je parle en général des pays colonisés par la France. Donc, c'est normal, dans ces pays, pour mieux contrôler les économies de ces pays-là, ils ont placé des présidents fantoches. Je ne peux pas vous laisser dire ça, M. David Londi. Le Congo est un pays indépendant depuis le 15 août 1960, je vous rappelle, et ça fait un gros mois qu'on a célébré au Congo-Brazzaville le 59e anniversaire de l'indépendance. Donc ne nous dites pas que la France a placé un président fantoche à la tête du pays. Vous croyez à l'indépendance du Congo, oui ou non? Non, mais je crois que ça c'est une question peut-être triviale, mais l'indépendance d'un pays se mesure déjà, vous dites 70, 60 ans qu'on est indépendant, mais quel est le chemin parcouru depuis 60 ans dans tous les domaines, que ce soit le domaine économique, social, culturel. Mais ça vous regarde, vous les Congolais, qu'est-ce que les Français ont à voir là-dedans? Tout simplement, et de toute façon je ne vais pas revenir sur un certain nombre de points qui sont des points évidents. Quand les Congolais ont eu à choisir ou à engager une politique tournée vers les citoyens, on a donc assisté après la conférence nationale, ce qui s'est passé, je ne vais pas dans le détail, il y a eu une intervention
de la France pour pouvoir maintenir au pouvoir ceux que j'appelle des présidents fantoches. Alors, des présidents fantoches, M. David Londi, aujourd'hui sur Congo Liberty, une fois que vous faites le constat que nous sommes encore sous le joug de la France, qu'est-ce qu'il faut faire pour se libérer? Pour se libérer, il faut tout simplement prendre conscience. C'est ça justement, vous avez vu dans la deuxième partie, on va parler donc du fédéralisme. Pour se libérer, il faut tout simplement prendre conscience du fait que nous sommes les propres acteurs de notre développement économique. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple simple. On s'est contenté de développer les matières premières gazeuses, liquides et solides, au lieu de développer l'agriculture. Est-ce que savez-vous qu'au Congo, il y a que 3% des terres qui sont valorisées? Alors, M. David Londi, moi je vais revenir à ma question, on ne s'est peut-être pas bien compris. Nous sommes sur le joug de la France. Comment on fait en gros pour chasser les Français? Le problème n'est pas de chasser les Français, le problème est d'établir des relations qui soient des relations d'un niveau entre, comme ce que vous avez dit, deux pays indépendants qui doivent collaborer, travailler dans des conditions qui sont définies par des traités ou des conventions internationales. David Londi sur Congo Liberty, on va revenir à ma question puisqu'il y a eu une espèce de digression suite à ma question. Que pensez-vous de la visite de M. Denis Sassou Nguesso à Paris? Est-ce que ça a été un échec ou ça a été un succès? Pour moi, d'après les informations que j'ai, dont je dispose, il faut maintenant identifier les objectifs. Quel était l'objectif de la visite? Est-ce que c'était pour venir se faire encore adouber, ou c'était pour venir chercher une aide, des appuis diplomatiques? Il faut considérer tous ces aspects-là pour pouvoir dire si ça a été une réussite ou un échec. Vous êtes un analyste, quel est votre avis? Mon avis personnel est que d'après le retour que nous avons, encore qu'il faut comprendre, analyser, les ont dit, donc c'est pas complètement recoupé, mais bon, bref. D'après les informations dont je dispose, je pense que cette visite a été, au vu des attentes donc, de Sassou Nguesso, un échec. Un échec, alors, est-ce que, parce que beaucoup parlent d'échec, parce que M. Le Drian a, dans une espèce d'injonction, demandé la libération du général Mokoko. À ce sujet, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que M. Mokoko, qui a été condamné, je rappelle, à 20 ans d'emprisonnement pour coup d'État ou pour quelque chose ressemblant à ceci, c'est quand même des faits graves qui lui sont reprochés. Est-ce que vous trouvez que cette injonction-là est quelque chose de normal venant d'un pays comme la France envers un pays indépendant qu'est le Congo? Est-ce que ce n'est pas une ingérence dans les affaires du Congo? Mais justement, ça, c'est donc pour répondre à la question. Au départ, quand j'ai dit que c'est des présidents qui sont là tout simplement pour servir les intérêts des puissances étrangères, donc cela justifie le fait que la visite de M. Sassou Nguesso, que la France intervienne dans les affaires intérieures du pays, parce qu'effectivement, est-ce que la question qu'il faut se poser réellement, est-ce que la France considère ces pays-là comme des pays réellement indépendants pour parler d'ingérence? Alors, c'est vous qui parlez, enfin on parle d'ingérence, mais il faut aussi rappeler que lorsqu'un président occidental se rend en Chine, on parle des droits de l'homme, donc il y a parfois des demandes. Vis-à-vis du Congo, ça fait, on peut l'interpréter comme une injonction, mais à ce sujet précis, sur la libération du général Mokoko, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Je pense que par rapport à ce problème-là, comme vous l'avez souligné, quand le président français se rend en Chine ou dans les pays où les droits de l'homme sont menacés, ce sujet est mis sur le tapis. Donc je trouve que dans ce contexte-là, et puis c'est normal que la France puisse
effectivement demander au président congolais de libérer les prisonniers politiques qui sont chez lui. Ça s'inscrit dans l'ordre normal des choses. Monsieur David Londji sur Congo Liberty, pour terminer sur ce volet-là, beaucoup ont interprété les propos de Monsieur Le Drian comme un lâchage de Monsieur Denis Sassou Nguesso. Est-ce que c'est votre avis? Ce qu'il faudrait comprendre, ce que les Congolais, ce que nous devrions comprendre, c'est qu'il ne faut pas attendre un Deus ex machina qui viendra de l'extérieur pour nous libérer. Que ce soit, comment on appelle, Le Drian qui tient des propos assez acides vis-à-vis de Sassou Nguesso, ou Macron qui lui rappelle les droits de l'homme qui sont menacés au Congo. En fait, tout cela ne peut se réaliser et ne peut être effectif qu'à partir du moment où les Congolais prennent leur destin en main. On n'a pas à s'occuper, ok, ça arrive qu'on donne, mais les Congolais doivent lever à l'intérieur une résistance interne forte qui fait de telle sorte que les puissances internationales sont obligées d'intervenir pour effectivement voir dans quelles conditions elles peuvent appuyer cette révolte. Mais autrement, on devrait dire, voilà, Macron a reçu Sassou et il lui a fait un certain nombre de remarques, de reproches peut-être, mais l'essentiel pour moi, c'est que les Congolais prennent conscience qu'il ne faut pas s'accrocher aux paroles des uns et des autres pour pouvoir espérer une libération éventuelle, mais plutôt à leur capacité à se soulever, à s'opposer fermement à la dictature qui sévit dans le pays, au système. Monsieur David Londji sur Congo Liberty, le doyen David Londji que je connais très bien. Bon, j'espère qu'avec cette chaleur-là, on pourra prendre un pot aux frais de Congo Liberty après l'interview. Ça, c'est une autre histoire. Vous avez parlé de libération, de résistance. Je sais que vous avez beaucoup théorisé sur les luttes de résistance en vous appuyant sur ce qui s'est déjà passé à travers le monde. Au sujet du Congo, je ne vous demande pas ici d'étaler toutes les stratégies, mais en termes de résistance intérieure ou extérieure, quelles sont les grandes lignes d'un combat de libération? En fait, il suffit de constater, il faut se rappeler que sur 60 ans d'indépendance, le Congo a connu 8 ans de démocratie. 60-63, après la conférence nationale, 5 ans. Les 5 ans après la conférence nationale. Donc si on fait un retour sur ces 52 ans de dictature, on peut se poser clairement la question, quel a été le bilan des différentes luttes qui ont été menées par les différentes forces des résistants. Donc la première question c'est là. Quel a été le bilan des luttes menées? Si on arrive à répondre à cette question-là, et c'est à cette question que j'ai essayé de répondre, ou que j'essaie de répondre, on peut faire un constat simple. Là, le peuple, la résistance intérieure est muselée, complètement muselée. La résistance extérieure est divisée. Donc, après avoir fait ce constat, donc il y a une sorte de hiatus entre, et puis ces deux résistances ne travaillent pas ensemble, ne réfléchissent pas ensemble, n'agissent pas ensemble. Donc, à partir du moment où ce constat est fait, qu'il y a un hiatus entre la résistance à l'extérieur, donc des diasporiques ou des diasporas, et la résistance intérieure, on arrive à identifier un plan d'action ou des processus qui peuvent amener à travailler sur ce constat qui est négatif. Alors, je vais, excusez-moi, juste pour rebondir, pour essayer un peu de suivre le fil de votre raisonnement. Quand vous parlez de résistance intérieure, est-ce que vous parlez de la plateforme de l'opposition dirigée par M. Tsassima Biala, qui est le chef de l'opposition de M. Denis Sassou Nguesso, ou vous parlez du groupement de Mme Mounari et Zachary Boao et on peut rajouter M. Clément Mirassa, où vous parlez d'autres groupuscules qui ne seraient pas connus. La résistance, est-ce
Monsieur Tassima Biala, Parfait Kolela et compagnie, ou vous pensez à d'autres personnes? Je crois que c'est un point important, excusez-moi de rigoler un petit peu. Dans une dictature, on ne s'oppose pas légalement. Ceux qui sont dans l'opposition, entre guillemets, légale, ne peuvent pas être considérés comme des résistants. Pour la bonne et simple raison, sur quelle base ils s'opposent? La constitution sous laquelle ils ont été élus a été rejetée par le peuple, largement rejetée par le peuple. Donc les institutions qui en sont issues ne peuvent pas être valides. Et ceux qui s'inscrivent dans ces institutions-là ne peuvent pas être considérés comme des opposants qui défendent la cause du peuple. Donc, quand vous parlez de résistance intérieure, vous ne faites pas allusion à M. Parfait Kolela, Tassima Biala, Mme Mounari ou M. Boao? Mais je ne fais pas, bien sûr que je ne fais pas allusion à toutes ces personnes que vous avez citées. En ce qui concerne l'extérieur, puisque vous dites que la diaspora est divisée ou quelque chose comme ça, comment, par quel élément vous le constatez? Mais il suffit de faire un tour dans Paris. Vous allez constater qu'il y a une association qui se crée, il y a un mouvement qui se crée, et chacun, mais avec le même but, aller désintégrer le système. Mais le problème est que une armée qui part divisée ne peut pas réussir. Alors, donc pour revenir à l'état de la résistance sur votre théorie, vous avez fait un constat. Aujourd'hui, comment faire partir le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso par la résistance, clairement? Est-ce qu'il faut faire un coup d'État, comme l'a suggéré le général Dabira, qui aujourd'hui est hospitalisé à l'hôpital militaire pour des problèmes cardiovasculaires ou d'asthme, ou une révolte populaire? Comment faut-il faire partir M. Denis Sassou Nguesso? Ou peut-être par une élection présidentielle, puisqu'on parle de l'élection de 2021. Comment procéder? De toutes les façons, je crois qu'il faut prendre les choses dans l'ordre. Le premier point dans une dictature, les élections ne peuvent pas être une solution. Parce que les dictateurs n'organisent pas les élections pour les perdre. Donc toutes celles et tous ceux qui militent pour la sélection, plutôt pour les élections présidentielles au Congo, sont, à mon avis, dans l'erreur. Alors, un dictateur n'organise pas, si vous permettez, pour enchaîner, pour ne pas perdre le fil de mes idées. Donc, premier point, dans une dictature, les élections ne servent à rien. Deuxième point, dans une dictature, le dialogue ne sert à rien. Parce que il y a des droits fondamentaux qui ne sont pas négociables. Qu'est-ce que vous allez mettre sur la table quand vous allez négocier? La liberté d'expression, qu'est-ce que vous allez mettre sur la table? La liberté de choix, qu'est-ce que vous allez mettre sur la table? Le fait que maintenant, le clan au pouvoir peut partir dans les paradis fiscaux. Ils ont mis tout leur argent en échange du pouvoir et tous les crimes financiers et humains qu'ils ont commis. On peut vous opposer le fait qu'à la conférence nationale, on avait mis sur la table les faits que vous énoncez. Parlons de la conférence nationale. Moi, excusez-moi, je dirais la confession nationale. La confession nationale. La confession nationale et non la conférence nationale. Et puis, il faut dire entre nous que ça a été sous l'impulsion de certaines puissances étrangères. Bref. Pourquoi j'appelle ça confession nationale? Parce que dans tout processus, tu as un début, un milieu et une fin. Il y a eu des choses qui ont été dites. Il y a eu des paroles même très fortes, des dénonciations qui ont été faites. Mais à côté de cela, nous sommes arrivés dans une situation où les gens en présence qui savent très bien et qui ont bien compris que le Congo est divisé en N parties et toutes ces parties n'ont pas forcément la même culture. Donc quand vous allez parler de séances de lavement de mains, ou quand vous allez parler de Mbongi, tout le monde ne l'entend pas de la même façon. Et l'erreur fondamentale était de n'avoir pas préparé
l'après-conférence, avoir mis en place des institutions capables de faire comme ça s'est passé en Afrique du Sud. On avait un modèle à suivre. Ce modèle s'est déjà passé en Afrique du Sud. On n'avait qu'à le suivre. Parce qu'on ne peut pas exonérer quelqu'un qui a commis des crimes de sang et comme ça. Ça ne s'est pas passé en Afrique du Sud. Ce n'est pas pour autant que l'Afrique du Sud a plongé dans un marasme, qu'on appelle humain. Non, ça s'est bien passé. Ça a été l'erreur fondamentale. Voilà pourquoi j'appelle ça confession nationale, comme ça se passe chez les protestants. Les gens sont arrivés sur la place publique, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Mais les structures, avant qu'ils devaient prendre en compte, qui devaient analyser ces choses-là, qui devaient les structurer et engager, pourquoi pas, des poursuites dans une logique démocratique, tout simplement. Et il y a des juridictions. Et tous les grands événements qui ont précédé la dictature sont terminés comme ça. Je veux parler de Nuremberg, je veux parler de l'Afrique du Sud, je peux encore parler de tout ce qui se passait dans les années 80 en Amérique latine. Donc voilà, donc, pour moi, ça a été une confession nationale. Les gens ont déballé tout ce qu'ils avaient sur le cœur. Après, ils n'ont pas pensé à structurer la suite pour une transition paisible vers la démocratie. Le doyen Londji sur Congo Liberty, on va essayer d'avancer. Toujours en ce qui concerne la résistance, je sais que vous développez beaucoup sur Congo Liberty, la théorie de la théologie de la libération. Je ne sais pas si j'ai bien repris le concept. De quoi s'agit-il en passant? Pourquoi reprochez-vous à l'Église catholique congolaise de ne pas faire comme leurs homologues de la RDC ou tout simplement ceux de l'Amérique latine que vous citez souvent? En un mot, qu'est-ce que vous reprochez à l'Église catholique congolaise? L'Église, la théologie de la libération. Voilà. On ne peut pas s'occuper des hommes, plutôt des âmes, sans s'occuper des hommes. On ne peut pas avoir la théorie qui dit que voilà, moi je prépare votre place au paradis, priez, repentez-vous, voilà. Sans vous occuper de ce que la personne va, sans vous occuper de ce que le fidèle va manger, ou comment il va se faire soigner, ou comment il va aller à l'école. On ne peut pas dissocier ces choses-là. Toutes ces choses-là vont ensemble. Or, c'est ça qui a donné naissance donc, à la théologie de libération en Amérique latine pendant les dictatures d'Amérique du Sud. Donc c'est ça qui a donné naissance. Ils ont tout simplement réfléchi, ils ont dit, on a des fidèles, ils viennent prier, mais quand ils repartent chez eux, dans quel état sont-ils? Dans quel état sont-ils? Et ils sont arrivés à la conclusion suivante, on ne peut pas, c'est un tout, l'homme c'est un tout, donc il faut qu'on s'occupe en même temps, on s'occupe de leurs âmes, et en même temps on s'occupe de ce qu'ils sont dans la vie réelle. Mais au Congo, par contre au Congo, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, c'est un constat que je fais. Ça n'a pas été le cas parce qu'ils ont des tribunes. Il y a même le journal La Croix en 2015 qui a publié quelque chose qui m'a fortement heurté. Le journal La Croix a publié que dans l'épiscopat congolais, il y a du tribalisme, c'est-à-dire entre l'épiscopat du Nord, enfin les évêques du Nord, du Sud, du Centre, et puis des neutres qui sont des Occidentaux. On ne peut pas, quand on parle de la grande famille de l'Église, on ne peut pas introduire une idéologie aussi néfaste que le tribalisme. Donc voilà pourquoi ce que je reproche, ces prêtres, ces évêques ils ont une tribune tous les dimanches, tribune quand ils font leur sermon, tribune dont ils ne se servent pas pour dénoncer les injustices qui se développent dans le pays. Et surtout, dernièrement, il y a un article qui a été publié sur un certain Massengo, et surtout des gens qui sont de mèche avec le pouvoir, qui martyrisent, qui maltraitent leurs fidèles. Donc cela n'est pas acceptable. Cela n'est pas acceptable, Monsieur David Londji. On va essayer d'avancer puisqu'on a encore un gros pavé sur le fédéralisme dont vous êtes l'auteur
dont nous devons parler, mais juste pour terminer, vous reprochez quand même beaucoup de choses à l'Église catholique congolaise, en sachant que dans ce pays, on a quand même assassiné un cardinal. Donc peut-être que les prêtres, les évêques se disent, mais si on a assassiné un cardinal au vu au su de tout le monde sans que ça n'émeuve le Vatican, diantre, que peut faire un évêque ou un prêtre? Bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas, pour les plus anciens, ils se rappellent d'une chose. Dès l'événement qui s'est passé au Congo, on avait arrêté l'abbé Badila, torturé. À l'époque, par le gouvernement donc de l'époque. À l'époque, c'était Monseigneur Mbemba, je crois qu'il était Monseigneur. Ils se sont battus contre le gouvernement pour déjà faire libérer l'abbé Badila et faire valoir leur point de vue. Donc, et puis il faut savoir une chose, ce que j'ai dit au départ. Là, il ne faut pas attendre que l'extérieur intervienne pour faire les choses. Donc, si les curés, si l'épiscopat congolais n'est pas capable de dénoncer un certain nombre de choses, ce n'est pas le Vatican qui viendra au Congo, le pape, pour pouvoir mettre de l'ordre dans cette église-là. C'est avant tout aux Congolais, donc à l'épiscopat congolais, de prendre ses responsabilités. Bakiki bakoko bakaka